Il relève aujourd'hui presque du lieu commun dans la critique proustienne de s'interroger sur la présence... en fait, ma communication s'intitule, je l'ai pas, je pense que ça n'a pas été dit, à l'ombre de Richard Wagner, la fille fleur de Parsifal à Marcel Proust. Donc, je reprends. Il relève aujourd'hui presque du lieu commun dans la critique proustienne de s'interroger sur la présence de la musique dans la recherche du temps perdu et d'envisager sa fonction dans la trajectoire du narrateur, comme de retracer les sources génétiques potentielles derrière les œuvres énigmatiques de Vinteuil. Fin lecteur de son temps, mais également grand mélomane, à défaut d'être un grand musicien lui-même, Marcel Proust semble avoir infusé dans son œuvre le concentré de près d'un demi-siècle de tendances musicales qui se retrouvent autant dans les préférences et les discours assumés par le cortège de personnages qui défilent dans la recherche que dans la composition même de son grand roman. Celle-ci déboucherait a fortiori non seulement sur une poétique personnelle, mais sur une véritable métaphysique de l'art. Forte de l'horizon intellectuel des dernières décennies du XIXe siècle, l'esthétique proustienne hérite en partie des thèses de Schopenhauer, traduites et diffusées en France à partir de 1874, mais prolonge également l'idéal symboliste d'une littérature pensée sous le magistère de la musique, comme le cristallise si bien la célèbre invitation mallarméenne à reprendre à la musique son bien. En outre, elle hérite des contre-coups d'une intense wagnérie, pourrait-on dire, qui a lieu dans les dernières décennies du XIXe siècle. Or, s'il teinte l'imaginaire proustien d'un voile fin de siècle, ce réseau d'influences wagnériennes et schopenhaueriennes, qui innerve de bout en bout les 7 tomes de la recherche, ouvre néanmoins vers une conception de l'écriture qui, elle, est radicalement moderne. Autrement dit, en puisant dans le fond mythologique des opéras de Wagner, Proust ancre son cycle romanesque dans un cadre musical, obtenu à la fois grâce à de nombreuses descriptions d'œuvres et de références à des compositeurs, ainsi donc qu'à la transposition de techniques d'écriture compositionnelle qui lui permettent de concevoir la structure et la finalité de l'œuvre d'art, du livre à venir en fait. Ce faisant, il accomplit l'utopie wagnérienne de la parfaite coïncidence entre une quête de l'écriture et l'écriture de la quête, et du même coup s'affranchit du modèle wagnérien. Ce vaste préambule, s'il peut sembler d'entrée de jeu imprécis, permet à tout le moins d'évoquer la multiplicité des correspondances qui existent certes entre l'écriture proustienne et le chant musical, mais encore d'envisager les points de rencontre entre le plus littéraire des musiciens et le plus compositeur des romanciers. Le nombre d'études critiques portant sur la question en témoigne, et il n'est nullement dans mon intention aujourd'hui de colliger leurs conclusions. Je souhaite plutôt me pencher, dans le cadre de mon intervention, sur la présence intertextuelle de Parsifal, l'ultime opéra de Wagner, comme matrice narrative au déroulement de la recherche et comme foyer d'interrogation des enjeux, qu'ils soient poétiques ou philosophiques, inhérents à la conception proustienne. Dans le sillage de l'interprétation de Jean-Jacques Nattier et de celle de Timothée Picard à sa suite, qui suggèrent tous deux qu'une réécriture de Parsifal serait au fondement de l'édifice proustien, j'insisterai particulièrement sur la remédiation de la figure des filles fleurs, plutôt occultée par ces deux critiques. À l'aune du modèle wagnérien, je m'intéresserai à leur signification et à leur fonction dans la formation du narrateur, dans la mesure où elle le détourne de sa quête scripturaire pour lui inoculer le désir érotique et le sentiment amoureux. Les observations dégagées permettront ensuite de mettre au jour l'impossibilité pour le narrateur, être de discours, à véritablement posséder Albertine, elle-même auréolée d'une présence musicale, et d'articuler cette expérience à la condition moderne du langage, celle d'une excentricité fondamentale par rapport à la musique et par extension par rapport au monde. Dans un troisième temps, il s'agira de montrer comment le modèle musical conditionne non seulement la sémantique du texte, mais engage une nouvelle économie de la perception, réalisant la fusion parsifalienne entre temps et espace, et par conséquent, réactualisant la structure spatio-temporelle du mythe à travers le dispositif romanesque. En premier lieu, donc, il convient de souligner l'importance de la musique wagnérienne à l'époque de Proust et de poser certains rudiments au fondement de son esthétique afin que nous puissions être mieux outillés pour saisir la commotion qu'a pu représenter une telle musique à la fin du XIXe siècle. Après un premier moment Wagner, situé autour de 1860, une frange de l'avant-garde française s'éprend de sa musique et y entrevoit une possibilité novatrice pour leur art, si bien que plusieurs entreprennent, une dizaine d'années plus tard, un pèlerinage à Bayreuth en Bavière.
Bayreuth référant ici au festival fondé par Wagner et entièrement consacré à ses œuvres pour subvenir aux besoins temporels, logistiques et techniques que peuvent représenter ces opéras grandioses, pour ne pas dire mégalomanes, échelonnés souvent sur plus de 4 heures. L'importante vague du wagnérisme en France est donc le fruit de cet engouement pour Bayreuth, qui touche autant l'intelligentsia que la bourgeoisie, et d'une convergence entre les sensibilités fin de siècle, l'idéalité d'un art total et l'imaginaire folklorique, voire ésotérique, déployé par la tétralogie du Ring, Tristan et Isolde, et Parsifal, pour ne nommer que ces œuvres-là. On notera au passage l'allusion de Bayreuth dans Un amour de Swann, lorsque Odette y accompagne le clan Verdurin, comme on le sait, toujours à l'affût de la fine pointe de l'art. En plus de remettre à la mode certains topoi romantiques, comme les tempêtes, les forêts, les cavernes et les légendes de filtres d'amour ou de calices sacrés, c'est une idée du cérémoniel dans l'art et, vous excuserez mon allemand, d'une Kunstreligion, c'est-à-dire une religion de l'art, j'espère que j'ai pas trop massacré, que cherche à réaliser Wagner en instituant le festival de Bayreuth. En ce sens, l'opéra Parsifal, qui, anecdote révélatrice s'il en est une, fut conservé sous embargo jusqu'à l'entre-deux-guerres pour n'être monté qu'à Bayreuth, exauce le projet wagnérien d'une initiation et d'une rédemption par et dans l'œuvre d'art. Le récit, la dramaturgie et les conditions de réception favorisent en ce sens le recueillement, mystifient les spectateurs et leur inculquent un sentiment solennel qui correspond à celui ressenti lors du culte religieux. Reprenant la légende arthurienne du Saint Graal, lourde de significations chrétiennes encryptées et restée à bien des égards énigmatiques, Wagner procède à un véritable travail de condensation. Il fait ressortir avec netteté le travail relationnel que dessinent les personnages d'Amfortas, la sibylline Kundry et Parsifal d'une part, et d'autre part accentue l'économie de la quête vers la rédemption ou même la transfiguration qui structure l'œuvre dans sa totalité. Pour résumer Parsifal très brièvement, Amfortas, le roi des chastes chevaliers du Graal, succombe aux avances de Kundry dans le jardin enchanté de Klingsor, permettant à ce dernier d'infliger au chevalier une blessure avec la lance sacrée qu'il possède, lance ayant servi à transpercer le Christ lors de la crucifixion. Ce faisant, Amfortas ne peut plus célébrer le rituel du Saint Graal en raison de sa nature pécheresse et de sa blessure dont la douleur s'exacerbe au contact des saintes reliques, des reliques sacrées. Seul un être vaillant au cœur pur pourra réparer le tort infligé à Amfortas et guérir sa plaie à l'aide de la même lance mutilatrice. Ainsi, Parsifal, ce pur folle qui signifie son nom, amnésique de la moindre de ses origines jusqu'à son propre prénom, intervient dans le décor un peu par un heureux hasard et entreprend une quête réparatrice qui s'étalera sur de longues années. À travers celle-ci, il doit traverser le jardin de Klingsor où les séduisantes filles-fleurs cherchent à l'enjôler. Or, Parsifal, parce qu'il est pur, ne connaît rien au jeu de l'amour et pour cette raison réussit là où Amfortas a précédemment échoué. Au même moment, Kundry, en fait, qui est, pour situer un peu, c'est une espèce de réincarnation d'une femme qui a ri dans la marche de la croix et qui, pour expier sa peine, doit se réincarner parmi les siècles et les siècles jusqu'au moment où la malédiction sera conjurée. Donc, cette même Kundry l'interpelle par son nom et Parsifal donc connaît une épiphanie identitaire qui lui donne le pouvoir de rendre vaine la magie de Klingsor et de lui reprendre la lance sacrée. Donc, au bout de plusieurs années d'errance, il retrouve les chevaliers du Graal, c'est le vendredi saint, il guérit Amfortas, conjure la malédiction de Kundry, se fait baptiser, sacré chevalier, et prend le relais de la cérémonie du Graal. Donc, l'ordre est rétabli. Donc, évidemment, ce sommaire esquissé à gros traits rend moins compte de la réflexion ontologique que sous-tend et que suscite cet opéra de 4 heures que de l'apparente pauvreté de la fable ou même du délire mystique qu'elle peut suggérer pour nos sensibilités contemporaines.
Je voudrais toutefois attirer l'attention sur les schèmes structurants de l'œuvre, à savoir la trajectoire de l'initiation à la transfiguration. Et en outre, je voudrais aussi attirer l'attention sur le double parcours d'Amfortas et de Parsifal, qui mènent donc deux quêtes similaires, dont l'une se solde par un échec et l'autre par la rédemption, ce qui renforce en fait le procédé de répétition, et qui n'est pas sans rappeler le chevauchement de l'itinéraire amoureux de Swann et de celui du narrateur de la recherche. Pour revenir à mon objet principal. Dans une étude qui fait autorité en la matière, Jean-Jacques Nattier a mis en évidence les analogies tant thématiques que formelles et philosophiques qui rapprochent la recherche de Parsifal. En s'appuyant sur des états antérieurs du temps retrouvé, Nattier révèle que le septuor de Vinteuil, qui amène le narrateur proustien à la révélation de sa vocation d'écrivain, était à l'origine remplacé par des extraits de nul autre que Parsifal, ce qui lui permet de mettre en évidence les parentés structurelles entre les deux œuvres. D'abord, comme l'opéra, la recherche est une œuvre dont les héros, disons Swann et Marcel, paraissent mener une quête personnelle de sens à travers les mondanités, l'amour et l'art, qu'ils espèrent source de rédemption. Mais de la même façon que dans un premier temps, Amfortas échoue, ce n'est point Swann qui parviendra à tirer de ses fantasmagories musicales une œuvre d'art, mais bien le narrateur. Et tout comme Parsifal dans le jardin magique de Klingsor, le jeune Marcel sera retardé dans sa quête par les jeunes filles en fleurs. On peut penser à cet égard à Gilberte, associée dès son apparition aux aubépines de Tansonville, à Madame Swann, dont le boudoir regorge de bouquets variés et embaumants, et on ne manquera pas, à cet égard, de remarquer que le salon des Swann est explicitement comparé par le narrateur au laboratoire de Klingsor, et enfin, bien évidemment, les adolescentes de Balbec, sorte de fleurs maritimes à l'ombre desquelles il évolue, sans toutefois parvenir à décoder leur jeu séducteur, qu'il soit conscient et maîtrisé ou non. D'ailleurs, le souvenir de la rose accompagne presque toujours Albertine, dont les joues sont, je cite, d'un rose uni, violacé, crémeux, comme certaines roses qui ont un vernis de cire. Rosemonde et André, qui sont deux autres filles de la petite bande, sont respectivement décrites comme, je cite, un géranium au bord de la mer ensoleillée et un camélia dans la nuit. Fin de citation. Tout se passe donc comme si le circuit parcouru par le narrateur mimait la quête parsifalienne. Je cite Nattier. Voilà. C'est seulement lorsque le narrateur sera parvenu à dépasser les illusions du sentiment amoureux qu'il pourra avoir accès à la révélation, particulièrement après l'expérience pénible du premier baiser d'Albertine du côté de Guermantes, de la même façon que Parsifal, après le baiser de Kundry, est en mesure de saisir le mystère du Graal et de réussir là où Amfortas a échoué. Parsifal atteint à la compréhension parfaite lors de l'enchantement du Vendredi Saint, et le narrateur en écoutant le septuor. Mais laissons là pour l'instant l'interprétation de Nattier pour revenir sur les jeunes filles en fleurs. Lorsque le narrateur aperçoit la petite bande sur la digue de Balbec, d'emblée se voit-il non pas saisi par leur beauté, mais frappé par leur mobilité. Elles font, dit-il, et je cite, mouvoir une tâche singulière, fin de citation, et sont également comparées à, je cite encore, une bande de mouettes qui exécute à pas compter sur la plage une promenade dont le but simple aussi obscur qu'aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas voir, que clairement déterminé pour leur esprit d'oiseau. Fin de citation. Plus loin, l'analogie aviaire qui caractérise leur démarche se confond avec une allure qui n'est pas sans rappeler la défilade d'une lumineuse comète, ce sont les mots du texte, pour se muer finalement en une comparaison d'ordre musical. Je cite encore. Mais il ne pouvait voir un obstacle sans s'amuser à le franchir, ne laissant jamais passer une occasion de saut ou de glissade sans s'y livrer consciencieusement, interrompant, semant leur marche lente, comme Chopin la phrase la plus mélancolique, de gracieux détours où le caprice se mêle à la virtuosité. Fin de citation. En outre, le narrateur insiste sur l'aspect homogène de la grappe des jeunes filles qui s'impose en tant qu'entité uniforme à défaut d'apparaître chacune dans leur singularité. Il n'arrive pas à les distinguer, comme, dit-il, une musique où je n'aurais pas su isoler et reconnaître au moment de leur passage les phrases, fin de citation, voit simultanément
Je cite encore le texte, « un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, et ne peut dès lors les rapporter à telle jeune fille qui l'eût séparée des autres et reconnue. » J'ai emprunté des mots du texte. La beauté, poursuit-il, se propageait à travers leur groupe en un flottement harmonieux. La translation continue d'une beauté fluide, collective et mobile. Fin de citation. En somme, le réseau métaphorique qui se trame autour d'Albertine et de ses amis annonce déjà la ductilité de leur caractère, la fugacité de leur présence, le brouillage de leurs contours et l'absence de signification qu'elles représentent lorsqu'elles sont prises isolément. La connotation de ce réseau sémantique ainsi produit exprime l'impénétrabilité de leurs intentions pour le narrateur en les comparant à une promenade obscure au baigneur ou à une musique qui ne se traduit pas en langage verbal et accentue la distance donc entre celui-ci et celle-là. En plus de ne pas posséder les codes de leur langage, qui soient social, argotique ou possiblement flirt, pour reprendre le terme d'Albertine, Marcel ne parvient jamais à les saisir véritablement, ni par le regard, ni par l'union amoureuse, puisque, mais on le sait plus tard, même séquestrée chez le narrateur à Paris, Albertine finira par s'enfuir. De la même manière que la sonate ou le septuor de Vinteuil, ou même que le port de Carquethuit, qui est la toile du peintre Elstir, multiplie les éléments et les détails de composition sans toutefois se donner à la représentation, la physionomie des jeunes filles se trouble et semble sans cesse à recomposer dans la mémoire, dans le discours et même dans le regard du narrateur. En témoigne le grain de beauté mobile sur le visage d'Albertine qui se déplace du menton à la joue à la lèvre. Donc, dès l'instant où elle se profile dans l'horizon du narrateur, et ce jusqu'à la fugue ultime puis le décès d'Albertine, les jeunes filles restent habitées par une sorte d'ineffable. En plus de la fugacité comme fonction qualifiante des jeunes filles, les tropes relevées soulignent la sonorité foncière de leur substance, en ce qu'elles semblent appartenir davantage au monde des sons qu'à celui du visuel. Tour à tour comparé, on l'a vu, à une phrase mélodique de Chopin, au piaillement des oiseaux et icône mitoyenne aux deux univers à des anges musiciens, le portrait d'Albertine et de ses amis se donne avant tout à entendre. Je cite. « La parole qui s'échangeait entre les jeunes filles de la bande et moi était peu intéressante. C'est avec délice que j'écoutais leurs pépiments. L'amateur de jeunes filles sait que les voix humaines sont encore plus variées que celles des oiseaux. Chacune possède plus de notes que le plus riche instrument. Il y avait dans le gazouillis de ces jeunes filles des notes que les femmes n'ont plus, et cet instrument plus varié, elles le jouaient avec leurs lèvres, avec cette ardeur de petits anges musiciens de Bellini, lesquels sont aussi un apanage exclusif de la jeunesse. » Fin de citation. Si la description des jeunes filles se complète de maints détails physiques qui viennent surenchérir la description et nuire à la représentation, elle évoque davantage la scène de ballet, animée et bruyante, que la toile impressionniste, pourtant cardinale dans l'épisode balnéaire de la recherche où Marcel fait la connaissance du peintre Elstir, auquel j'aurai l'occasion de revenir brièvement. L'importance accordée à la voix et aux inflexions des adolescentes, qui s'imbriquent et font corps avec leurs mouvements erratiques, forme une sorte de chorégraphie autour de Marcel et autorise le rapprochement avec les 6 filles fleurs parcifaliennes, dont le nombre n'est pas sans coïncider avec les 5 ou 6 fillettes, Dixie, le narrateur, aperçues sur la digue de Balbec. Ainsi, une texture foisonnante et signifiante vient-elle se tisser autour d'elle par une succession d'associations entre les figures féminines, les variétés florales et le mouvement, qu'ils proviennent du registre acoustique ou corporel. L'équation proustienne du désir suppose, c'est assez connu, une présence-absence de la femme, être de fuite par excellence, et un arrière-plan ou un inconscient, pourrait-on dire, musical, qui favorise la plongée verticale et permet de cultiver l'amour. De surcroît, la musique apparaît souvent en relation de coextension avec la femme aimée, dans une vue de l'esprit similaire à celle que Wagner exprime dans Opéra et Drame en 1851. La musique, pose-t-il, est femme. Cette conception wagnérienne témoigne toutefois d'un second degré et doit être approfondie. Parce qu'elle est femme, la musique est considérée comme une altérité à conquérir et ultimement à féconder. C'est là le rôle du poète, poursuit le compositeur, le logos masculin seul pouvant féconder la musique, la subordonner au texte et tirer de cette étreinte l'œuvre d'art la plus achevée, la plus totale.
Or, si la femme demeure chez Proust le tout autre du narrateur et impulse chez lui un désir de possession, elle ne cesse, à contrario, de se dérober à son emprise. Contrainte à l'extériorité, renvoyée aux abords de la petite bande dès qu'il y pénètre, le sujet désirant proustien ne maîtrise pas les signes du féminin et souffre de son ignorance. Ainsi se distingue-t-il radicalement du héros wagnérien par l'adoption d'une posture d'asservissement, victime d'un amour qui le gouverne davantage qu'il ne le galvanise. Au contraire de Parsifal, qui résiste aux avances des filles fleurs et exerce ainsi une forme de domination sur elles, le jeune Marcel aspire à l'enchantement et s'y soumet, sans toutefois réussir la conquête amoureuse. Le renversement est significatif pour l'économie de la recherche et il témoigne en outre d'un point tournant dans l'histoire de la littérature et de la musique. Le langage, constitué de mots dont le narrateur insiste si souvent sur leur décalage avec le monde phénoménal autant qu'avec celui de l'intériorité, devient second par rapport à la musique, ou à tout le moins ne suffit plus pour en rendre compte. Si les filles fleurs de Balbec partagent avec leurs homologues wagnériennes une essence et une conduite musicale, elles possèdent également une même puissance d'enchantement. Alors que les filles fleurs de Klingsor chantent, les proustiennes, elles, enchantent, dans la mesure où l'étymologie de ces deux verbes renvoie à une seule et même racine, c'est-à-dire le terme latin incantare, c'est-à-dire chanter et prononcer des formules magiques sur quelqu'un. Ça veut dire les deux. Donc, à ce propos, on relèvera cette réplique d'Albertine à l'égard du narrateur qui dit « Vous devez aimer les jeunes filles flirt, vous ». La paronomie entre flirt et fleur, qui effectue un glissement lexical par rapport au titre du deuxième tome et renvoie davantage par l'élision du « en » aux filles fleurs de Parsifal, ramène au premier plan la dimension charmeuse des adolescentes de Balbec. L'enchantement, dit le philosophe Vladimir Jankélévitch, n'est ni un sortilège hypnotique ni un envoûtement mortifère. Il s'agit plutôt du corollaire de l'ineffable, intrinsèquement lié au musical, qui rend muet parce que, et je le cite, il y a infiniment, interminablement à dire sur lui, sans jamais parvenir à l'épuiser. Donc, ainsi, le narrateur proustien s'évertue-t-il à décrire ou à écrire Albertine, jamais celle-ci ne se fixe à l'intérieur de son discours ou ne succombe à une transparence qui permettrait de la traduire pour de bon. Car Marcel est un scripteur, un être de langage qui réalise la déficience de son médium. En témoignent, parmi autres choses, les comparaisons qui s'accumulent dans la phrase, comme si les mots ne parvenaient plus à faire voir par eux-mêmes. Et Albertine se montre volatile comme la musique. Et bien qu'il réussisse ultérieurement à la convaincre de s'installer avec lui à Paris, à troquer sa vélocité foncière pour une existence statique de femme entretenue, de nombreux passages mémorables dans La prisonnière, ceux où elle dort, ou, plus significatifs encore, où elle se pose au pianola, suggèrent qu'Albertine se soustrait toujours à l'emprise triplement déclinée du narrateur. Emprise amoureuse, cognitive et discursive, toutes trois ratées. Ineffable et fugitive, mouvante, bruyante et hermétique, la jeune femme reste toujours un objet sonore, pour reprendre l'expression de Claude-Henri Joubert. Associée à la musique, à l'art de bien se mouvoir, à l'ars bene movendi augustinien, et de fait irréductible aux modalités intimes du narrateur, Albertine contient déjà en elle cette menace d'absence qui lui permet d'être aimée par Marcel, et ce silence vers lequel, comme toute musique d'ailleurs, elle tend, celui de la mort. L'échec amoureux de Marcel comporte néanmoins en germe sa résolution. En effet, le passage par les jeunes filles s'est avéré nécessaire à la révélation finale de sa vocation d'écrivain, de la même manière que Parsifal a dû traverser le jardin magique et presque céder aux séductions de Kundry pour découvrir son destin. Au contact d'Albertine et de ses amis, devant lesquels les mots, lourds de leur fonction conceptuelle, sont impuissants, le narrateur proustien doit reconfigurer ses moyens de préhension. Si son passage dans l'atelier d'Elstir lui permet de prendre conscience du pouvoir créateur de la métaphore, les jeunes filles lui inculquent également une véritable leçon de voir ou de percevoir ou d'appréhender le monde, non en sollicitant une intelligence rationnelle et discriminatoire, mais en réclamant au contraire d'embrasser une sensibilité immédiate et comme vierge à nouveau. À l'instar de la démarche artistique d'Elstir, qui invite, je cite, à se dépouiller en présence de la réalité de toutes les notions de son intelligence,
fin de citation, et d'ainsi laisser la perception accueillir le paysage tel qu'il se découpe, ou ne se découpe pas, si l'on songe à l'absence de démarcation entre la terre et la mer des marines du peintre, le spectacle de la petite bande sollicite constamment un ajustement du regard, déforme l'image fixée dans le souvenir et déjoue l'intelligence conceptuelle. Chaque fois qu'il croise Albertine, Marcel ne la reconnaît jamais d'emblée, de sorte qu'à son contact, il doit apprendre à renoncer aux illusions de la mémoire volontaire, car il cherche toujours à la restaurer mentalement, pour être sensible aux modalités de sa présence. Cette initiation du regard n'est certes pas sans rappeler les trois qualificatifs ou les trois fonctions qualifiantes plutôt de la perception musicale telle que le démontre Jean-Jacques Nattier dans son étude. Je le cite. La perception musicale proustienne, écrit-il, le fondement de la pénétration progressive des œuvres, s'inscrit dans le temps. Elle est, la perception musicale, elle est donc sélective, discontinue et versatile. Fin de citation. Ce faisant, les moments d'écoute musicale requièrent une disponibilité d'esprit et une récurrence d'exposition pour mener vers la véritable compréhension. Du moins, c'est ainsi dans la recherche. Voilà qui renvoie aux stratégies exigées pour correctement discerner les jeunes filles dans leur vérité changeante et conforte l'hypothèse d'une inspiration puisée chez Wagner pour modeler la figure des adolescentes de Balbec. Tout se passe comme si, pour Proust, l'expérience musicale conditionnait son approche du monde et a fortiori de l'écriture en général. Aussi, la référence wagnérienne en filigrane fait-elle saillir l'idéal proustien de l'œuvre qui part de Parsifal pour s'en affranchir. En effet, au-delà d'une transposition scripturale de procédés chers à Wagner, comme le leitmotiv ou une élongation de la phrase qui repousse sans cesse la résolution, c'est surtout la coïncidence absolue entre l'œuvre et la révélation, par l'œuvre en fait, que Proust cherche à montrer, coïncidence restée latente dans Parsifal, sans toutefois s'accomplir. Je pense qu'il faut que... Ouais, voilà. Alors, bon, je vais conclure, et ce, très brièvement. Je voudrais revenir sur une phrase assez célèbre adressée à Parsifal, alors que ce dernier est sur le point d'assister à la cérémonie du Graal, et ainsi s'approcher de la révélation imminente. On lui dit « Ici, mon fils, le temps devient espace ». On retrouve une affirmation similaire chez Proust dans une définition de l'amour proposée dans La prisonnière. L'amour, dit-il, c'est le temps et l'espace devenus sensibles au cœur. À la lumière des associations que j'ai tenté de mettre au jour dans mon intervention, et considérant l'apanage de la musique à employer l'espace de résonance pour rendre perceptible l'expérience du temps, je crois qu'il n'est pas extravagant de proposer que la rencontre des jeunes filles, le paradigme wagnérien et a fortiori musical, et la modulation du rapport aux choses du narrateur dans le temps et par les sens participent d'un même élan formateur. L'œuvre proustienne, présente en creux mais jamais décrite, ou se fabriquant à rebours selon les interprétations, s'érige et s'actualise dans un long processus temporel. À l'instar d'une partition de musique qui ne fait sens que lorsqu'elle s'écrit dans la durée, le roman de Proust demeure incohérent lorsqu'on ne le lit que par fragments, car il requiert une perspective globale ainsi qu'une démarche analogue à celle exigée par l'audition d'un morceau de musique, ou bien écouter un opéra de Wagner. Or, comme l'audition musicale ou la lecture d'une partition, l'expérience chronophage, pourrait-on dire, de la recherche rejoint le privilège du mythe, qui serait, selon la formule célèbre de Lévi-Strauss, celui de supprimer le temps. Mais cette suppression temporelle, peu importe qu'elle soit tributaire du mythe, de la musique ou de la recherche, possède toutefois un précieux, quoique paradoxal, corollaire, celui de donner à vivre et à sentir ce même temps dérobé, et dès lors à sanctionner la découverte du temps retrouvé. Merci de votre écoute.